Alors, bienvenue à cette deuxième table ronde donc, du BIM Tour Aura. Je vous rappelle le sujet de la table ronde. Construction d'un logement social à Lyon, un modèle de conception-réalisation en BIM. Et le projet sur lequel va porter cette table ronde, nous allons parler de la construction d'une résidence sociale de 149 logements et d'un commerce dans la ZAC des Girondins à Lyon. Alors pour nous accompagner lors de cette table ronde, nous parler de ce projet et de la démarche BIM qui a été mise en place en conception-réalisation. Nous avons donc dans l'ordre, nous avons les architectes de l'agence d'architecture pluridisciplinaire SO, Camille Mollaret et Sabrina Lounis. Je devrais dire Sabrina Lounis et Camille Mollaret, pour être dans l'ordre. Nadège Morel, chef de projet BIM Immobilière 3F. À côté, nous avons Iliette Benhassen, qui est BIM Manager chez BIM Sky. Nous avons Luc Vialette, modeler BIM du BET Structure CETIS. Et nous avons M. Angelo Di Giandomenico, responsable pôle ingénierie du groupe Mazo. Je vous remercie tous d'avoir répondu présent pour cette table ronde. Donc, je vous propose de commencer. Donc, tout d'abord, nous allons commencer donc par Madame Morel de 3F Immobilière. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet 3F Immobilière et le projet des Girondins? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour votre présence. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je suis chef de projet BIM au sein du groupe I3F. 3F, vous le savez, c'est premier bailleur social français, filiale d'Action Logement. 3F est composé de 13 entreprises dédiées au logement social. C'est 260 logements et hébergements sociaux sur tout le territoire français, et dont 144 000 en Île-de-France. Alors, l'opération que va vous présenter donc, la ZAC des Girondins s'inscrit donc dans l'une de nos filiales, donc 3F Résidence, qui est dédiée au logement thématique. Donc l'opération que l'on voit à l'écran, donc il s'agit d'une construction de 148 logements, d'un espace coworking au rez-de-chaussée, d'un espace de 4000 m² comportant plusieurs types de logements T1 essentiellement, avec quelques T2 et T3. On est dans une démarche, bien sûr, avec des dates d'obtention d'agrément en 2018, en février, l'obtention du permis de construire, un démarrage travaux en 2020, une livraison qui a eu lieu l'année dernière en septembre, et puis l'arrivée des résidents 2 mois après. On a, en avril dernier, fêté, j'ai envie de dire, l'espace coworking. On a ouvert cet espace pour qu'on puisse accueillir le maximum d'apprentis, stagiaires, jeunes en formation, et puis salariés en déplacement. Donc cette opération est une opération d'envergure qui s'inscrit donc à Lyon dans le 7e arrondissement, rue de Crépet. Peut-être que certains d'entre vous connaissent, à côté de la station métro Jean Jaurès. Mais c'est surtout une opération qui a été lancée en BIM très rapidement en province. Je dirais même que c'est l'une des premières opérations lancées en BIM pour le groupe 3F en province. Donc une très belle opération. Et sur cette opération, quel était votre rôle exactement en tant que chef de projet BIM? Alors, moi je suis chef de projet BIM. À savoir qu'un chef de projet BIM chez Immobilière 3F, c'est une personne qui va accompagner la conduite du changement à travers tout ce qui est transition numérique. Donc en clair, je vais venir appuyer le chef de projet construction ou réhabilitation, m'assurer que la démarche est bien implantée dès le démarrage de l'opération. Donc je validais par exemple les cahiers des charges, m'assurer que dans chaque cahier des charges, il y a bien les usages particuliers à l'opération, qu'il y ait de l'intérêt. Le BIM doit apporter une plus-value au projet. Je vais aussi contrôler les livrables. Je vais regarder par exemple les maquettes, les conventions, les trames de mémoire. Je vais m'assurer que ce qu'on a indiqué dans le cahier des charges soit bien retranscrit dans les documents comme la convention ou à travers les témoins virtuels. C'est quelque chose qu'on regarde beaucoup aujourd'hui.
D'ailleurs, je vais passer tout de suite à la slide suivante, on va le voir. Alors voilà, ça c'est le cahier des charges de Lyon-Girondin. Donc je veux m'assurer en fait que toute cette partie-là, donc vous voyez sur la première flèche, on a la transcription du programme. Donc ça c'est notre chef de projet qui va indiquer, bah voilà, mon programme, il est comme ci, il est comme ça, il y a des exigences, il y a des certifications, il y a des labels à atteindre, etc. C'est un projet en BIM. Et donc flèche orange, on se voit et on va identifier en quoi ce projet peut être valorisé avec le BIM. Et donc là, on va indiquer des objectifs. À l'époque, on avait indiqué, voilà, par exemple, pouvoir récupérer la maquette et l'importer dans notre logiciel de base Abila, pouvoir récupérer la maquette et s'assurer qu'il y ait des pré-synthèses de fait, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a quelques cas d'usage. On n'en met pas beaucoup. Et puis, troisième colonne, la verte, on va demander au groupement de répondre de manière synthétique comment il s'engage pour pouvoir atteindre nos attentes en matière de BIM. Et donc là, c'est ce qu'on voit à l'écran. Les deux images, donc ici on voit d'un côté la cahier des charges BIM, donc en clair à l'époque on est sur un A4 avec 3 colonnes et voilà les prérequis en BIM. Et puis à côté on avait un document qu'on appelait charte BIM, qui aujourd'hui s'appelle cahier des charges, dans lequel on indique toutes les exigences techniques que l'on attend dans les maquettes, c'est-à-dire comment on souhaite que soit nommée la maquette, quels sont les objets que l'on attend dans la maquette, qu'est-ce qu'on attend. Voilà. Bien, merci pour c'était clair au moins quelles étaient les attentes du maître d'ouvrage et les usages mis en place. Si on revient un peu en arrière, comment ça s'est mis en place la gestion numérique du patrimoine chez 3F? Alors effectivement, on n'a pas commencé par la brique BIM construction à réhabilitation, pas du tout. Chez I3F, on a commencé par la brique gestion. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne parlait pas de BIM d'ailleurs. Notre directeur de l'époque avait remarqué que la brique plan nous manquait. Nous avons chez I3F un logiciel, un ERP de base qui s'appelle Ulysse. Et donc dans cet ERP, il y a beaucoup de bonnes choses. Pour autant, il manquait la strate plan. Et donc en 2008, 3F a fait l'objet d'acquérir en fait le logiciel Abila pour expérimenter Abila, voir la connexion entre Ulysse et Abila. C'est-à-dire qu'Abila apporte la notion de plan numérique avec un lien interactif, ce qui permet que lorsqu'on vient dans Abila et qu'on vient sur le plan, on peut sélectionner les éléments d'Abila. Ça peut être un radiateur, ça peut être une surface, ça peut être la localisation d'un élément, et on va connaître en fait toutes ces propriétés. Et donc ça, c'était assez révolutionnaire à l'époque. Et donc pour pouvoir mettre ça en place, ça ne se met pas comme ça, pof, on achète le logiciel et ça y est, tout est là. Pas du tout. Il a fallu mettre en place un processus. C'est-à-dire, OK, on achète Abila, OK, on y croit, il faut y croire. Et donc on se dit, maintenant, on va mettre en place un processus. Et pour ce faire, dès 2009, notre directeur a dit on va créer une petite cellule qui va qui va essayer de produire, on va voir si on peut y arriver. On va prendre 3 programmes, un collectif, un mix et un individuel, et on va commencer à réaliser des plans objets. À l'époque, on ne parle pas du tout de BIM, on parle de plan objet. Un plan sur lequel il y a des objets, et lorsque je sélectionne les objets, j'ai de l'information. C'était ça l'idée. Et donc on a constitué ça. Pendant toute l'année 2010, on a constitué ces 3 programmes. Alors, on a été chercher dans les archives, on a récupéré les plans, les objets, revu l'arborescence du programme, est-ce qu'elle correspond bien aussi à Ulysse, etc., etc. Et donc, on a, en octobre 2010, présenté donc, ces 3 programmes avec, et c'était assez révolutionnaire pour l'époque, le lien entre Ulysse et Abila. Donc, je viens dans Ulysse, je peux me connecter au plan. Et ça, c'était assez fabuleux. Et de là, de 2010, notre direction a dit OK, on continue sur un périmètre, toujours le 77, la Seine-et-Marne. Et donc, on ne va pas y aller d'un coup, on va y aller au fur et à mesure. Et donc, on a commencé à faire un tiers du patrimoine existant. Et donc, de là, l'équipe s'est renforcée.
Et donc, on a produit comme ça un tiers du patrimoine. Et donc, on s'est donné rendez-vous en 2014 pour, alors 2012 avant, pour aller plus loin et faire un retour d'expérience, comment nos équipes avaient vécu ça. On avait formé les gardiens, on avait présenté au cadre technique, responsable gestion, enfin tous les acteurs de la gestion. On a dit, voilà, ça y est, on a les plans d'un tiers du patrimoine du 77. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez visualiser à distance. Vous n'êtes pas obligé de venir sur le terrain pour mettre des éléments. Vous avez là tout votre patrimoine en quelques clics, d'autant que vous y accédez en plus depuis Ulysse, donc quelque chose qu'ils connaissent, c'était très important ça. Et donc en 2012, notre direction a dit bon, très bien, on va continuer le 77, on va poursuivre la numérisation du patrimoine existant, et puis on se donne rendez-vous en 2014 pour faire un point. Et donc, on a fini le 77, on a produit un mémoire, on a évalué un ROI, on a anticipé donc la suite. Et puis, notre directeur a dit « Ok, on y va. » Et à ce moment-là, le BIM est arrivé. Et donc, comme ça, Et donc, vous avez commencé à réfléchir BIM, processus Exactement. BIM, et à rédiger un cahier des charges. Exactement. Le fameux cahier des charges BIM. Vous pouvez nous parler de l'évolution de ce cahier des charges, parce que c'est intéressant dans la démarche. Oui. Alors voilà, en 2015, donc, l'équipe BIM est constituée. Et donc, deux pôles se créent. Le pôle BIM gestion, donc avec Apila, la poursuite de ce qui avait été fait sur 77 à l'échelle de l'Île-de-France. Et puis, de l'autre côté, une nouvelle structure, une équipe donc, dédiée à la construction et à la réhabilitation. Et donc là, il y avait tout à construire. Rebolote, un peu comme en 2009. Il fallait revenir sur créer les cahiers des charges, dire de quoi on a besoin. Et donc là, on s'est beaucoup appuyé pour ce premier cahier des charges, donc 2016, puisqu'on l'a écrit en 2015. On s'est beaucoup appuyé sur Apila, forcément. Donc on a regardé la structure d'Apila. On se dit il nous faut un site, un bâtiment, des étages, des objets, des espaces, donc des pièces, des zones. Très important les zones. Si on n'a pas de zone, on ne peut pas identifier nos logements. Or, on est bailleur quand même, donc c'est le BABA. Et puis bien sûr les équipements qui sont associés à tout ça. Donc on a rédigé donc, cette fameuse charte BIM que vous voyez à l'écran. Donc en fait c'est notre cahier des charges de l'époque dans lequel il y a les préconisations, ce que l'on attend. À l'époque, on est un peu timide, on démarre, on tâtonne, donc on met l'arborescence, on met les objets attendus, mais on ne met pas forcément les propriétés. On n'est pas aussi avancé jusqu'à maintenant. On dit on veut des objets, on veut une arborescence, on veut que ça soit nommé comme ça, à la manière d'Apila, et puis surtout à la manière d'Apila. C'est-à-dire que les équipements, ils doivent s'écrire comme ça. Mes fenêtres, elles doivent s'écrire comme Apila, et il n'y a pas d'autres possibilités. Et donc voilà, on fait notre petit bout de chemin comme ça. Et donc, le projet de Lyon-Girondins s'inscrit dans ce cahier des charges 2016-2017. Voilà, la ZAC des Girondins, c'est 2016. C'est ça. Et depuis, ça a évolué, ce cahier des charges. Vous avez eu le 2019, si j'ai bien compris. Tout à fait. Vous avez eu le 2021. Oui. Il y a quand même une différence forte par rapport à une des exigences qui était le BIM Exé. Exactement. Dit. En 2016, on se dit, on a Apila, donc forcément, on veut construire avec le BIM et on veut aller jusqu'au bout, arriver à un DOE et on veut, bien évidemment, c'était évident, de prendre les plans et de les intégrer dans Apila. Il n'y a même pas d'histoire, c'était une évidence. On a expérimenté avec plusieurs opérations et on s'est rendu compte qu'au final, ce n'était pas si évident que ça, en fait. Ce n'était pas si fluide que ça. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre une maquette, peut-être vous le savez, vous prenez une maquette au format IFC, vous ouvrez un viewer, vous intégrez la maquette, ça s'ouvre dans les 2-3 secondes. Avec Apila, c'est beaucoup plus complexe, puisqu'on n'est pas du tout dans une ergonomie d'IFC, en tout cas pas à cette époque-là. On était plutôt sur une ergonomie de réalisation de plans objets à travers 2 logiciels qui s'appellent Espace et In Situ. Et donc, l'IFC, c'était pas si naturel que ça. Donc, du coup, on a commencé à expérimenter certains projets pour essayer de les intégrer dans Apila. Donc, s'assurer déjà que l'arborescence est bien présente, s'assurer que, typiquement, si on n'a pas des espaces, par exemple, s'il nous manque des espaces, des pièces sur les maquettes, Apila, pour lui, ça veut dire que c'est un plein. C'est-à-dire que si, par exemple, mon espace gaine n'est pas du tout modélisé, si je n'ai pas ce volume-là, Apila va considérer que c'est un plein, va considérer que c'est un poteau. Donc à ce moment-là, on se dit, compliqué, il ne faut vraiment pas faire d'erreur dans la modélisation.
Il faut vraiment découper par étage. Il va falloir vraiment s'assurer que chaque élément est au bon endroit, que la nomenclature est correcte, qu'il y a un pourtour du bâtiment pour bien récupérer les équipements qui sont sur les façades. Enfin bon, c'est pas du tout aussi fluide qu'un viewer. Donc là, on a commencé à réfléchir et se dire, bon, il nous faut une table de correspondance entre la bibliothèque Abila et les IFC. Et donc, on a commencé à essayer de retrouver nos petits entre les deux. Donc, ça prend beaucoup de temps et c'est pas aussi fluide que ça. Et donc, on a continué donc en 2016. Bon, c'était une évidence. Abila jusqu'à... le projet jusqu'à Abila. 2019, on est resté sur ce critère-là en se disant oui, on veut faire du BIM à toutes les phases, donc en conception, mais aussi en exécution. Et en 2021, on se dit oh là là, on va peut-être pas imposer ça parce qu'en fait, on perd beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent, et puis au final, on n'y arrive pas tant que ça. On s'est plutôt dit on va rester sur un BIM en conception. On impose dans le cahier des charges 2021 en fait un BIM en conception. Donc en DCE, on laisse quand même la possibilité de partir en BIM en exé. On n'exclut pas l'exé. Mais pour autant, on se dit, nous, notre valeur ajoutée, en tout cas de ce qu'on peut voir sur les différentes opérations qu'on a suivies jusqu'à maintenant, c'est que le BIM est vraiment très intéressant en conception. Et donc de là, dans le cahier des charges 2021, on a mis en place un socle de 4 usages obligatoires, à savoir l'utilisation des maquettes pendant les revues de projet. Toutes les revues de projet AVP Pro, on demande l'ouverture des maquettes pour pouvoir voir le projet sous un angle volumique, j'ai envie de dire, et non pas que sur de la 2D. On demande également, deuxième usage obligatoire, on demande les témoins virtuels en AVP et même en Pro, un correctif. Ça, c'est très important pour pouvoir valider notamment des circulations, des positionnements d'objets et d'éviter des conflits par la suite. On demande aussi une présynthèse en gros œuvre et CVC. Ça aussi, c'est très important d'anticiper ces clashs-là, parce que tout ce qui est anticipé, vous le savez bien, en démarrage, c'est des choses qu'on ne va pas avoir en exé, entre autres. Et puis, enfin, on demande à ce que la maquette soit insérée dans le DCE pour permettre, si on part en exé, d'avoir à la fois les maquettes, la convention qui a été réalisée par le BIM manager, comme ça l'équipe, l'entreprise sait ce qui s'est passé avant, est-ce qu'il y a eu croquis, pas croquis, quels étaient les outils où ont été modélisés les différentes maquettes. Donc il y a un regard sur une histoire sur tout ce qui a été fait en conception. Et puis il y a une note aussi de prescription qui est rédigée par le BIM manager qui permet de donner les bonnes préconisations, la bonne organisation de qu'est-ce qui s'est passé avant et comment y aller. Donc tout ça, voilà. Donc 4 cas d'usage obligatoires aujourd'hui pour le cahier des charges 2021. Et puis effectivement, on se lance ou pas en exé par la suite. Voilà, en sachant que cette opération des Giraudins, c'était sur le cahier des charges 2016. 2016. Je voulais vous parliez du 2021, c'est pour qu'on comprenne quand finalement vous avez évolué dans vos demandes, dans vos pratiques. Et là, on est sur une opération qui a été faite avec un cahier des charges 2016. Exactement. Alors, effectivement, cahier des charges 2016. Donc, on s'est fait plaisir jusqu'au DOE. On sait par contre, on a indiqué qu'on n'allait pas garder comme la bibliothèque des équipements Abila. On a préféré utiliser un uniformat en fait pour repérer les équipements, éviter d'imposer aux architectes, aux BET, des nomenclatures aux entreprises, des nomenclatures indigestes, parce qu'effectivement notre bibliothèque d'équipements était très longue. Je prends par exemple les fenêtres, chez nous c'était fenêtre, tout était sur la nomenclature de l'équipement, c'est fenêtre double fenêtre, porte-fenêtre, slash, double vitrage, slash, lame d'air de 6 mm, enfin une nomenclature assez longue et donc contraignante parce qu'il fallait vraiment rentrer dans cette nomenclature. Donc on s'est dit, on va se libérer juste de ça, de cette bibliothèque d'équipement. On maintient pour autant l'arborescence et la nomenclature des pièces, des zones, du site et des étages, puisque nous, on l'utilise chez nous, lorsqu'on fait des requêtes, lorsqu'on interroge les maquettes pour sortir des quantitatifs. Si les maquettes ne tiennent pas compte de cette nomenclature, on va avoir plus de difficultés à utiliser ces maquettes. Ça va être plus contraignant et on ne va pas pouvoir récupérer les informations un peu stratégiques. Donc on a besoin d'avoir une nomenclature fidèle à l'ensemble des opérations BIM de 3F. Et pour autant, on s'est libéré de la contrainte de la nomenclature des équipements. Et donc, pour autant, l'équipe a joué le jeu, a mis pour chaque objet équipement un uniformat, ce qui m'a permis à moi de retrouver les équipements. D'accord, merci Madame Morel.
Voilà, merci à vous. Merci beaucoup pour votre intervention. Maintenant, on va se tourner vers Monsieur Benassen de BIM Sky. Merci. Vous êtes le BIM manager. Vous avez été le BIM manager de cette opération. Pouvez-vous d'abord nous présenter en quelques mots BIM Sky? BIM Sky, nous sommes une société du groupe Valentin. Un petit peu plus proche. D'accord. BIM Sky est une société du groupe Valentin. Nous sommes issus du monde de la construction. Le groupe Valentin, c'est plusieurs sociétés d'entreprises générales, gestion et BIM management et assistance aux clients dans la partie chantier. Nous faisons la partie BIM management et AMO BIM sur différents projets, que ce soit dans le parti social ou industriel surtout. Et BIM Sky existe depuis 2017. On a commencé sur un projet un peu intéressant au Maroc avec PSA. Donc, et depuis, l'aventure a commencé jusqu'à aujourd'hui. Alors en fait, vous n'avez pas été BIM manager sur la phase de conception, si j'ai bien compris. Il y a eu le départ du BIM manager et vous êtes arrivé en phase, tout à fait, phase exé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place justement sur cette phase-là pour vous assurer l'atteinte des objectifs BIM qui ont été fixés par la maîtrise d'ouvrage? Tout à fait. Tout d'abord, pour commencer l'opération, j'ai fait connaissance de l'équipe de la maîtrise d'œuvre, mais surtout l'objectif à réaliser pour l'exécution. Et surtout, qu'est-ce qui a été fait pour la phase conception, pour ensuite croiser avec la partie maîtrise d'ouvrage. Et sur cette opération, comme Madame Morel vient de le préciser, on avait un usage fort qui est la partie connexion avec Abila. Donc, du coup, il fallait travailler d'une certaine manière sur les maquettes numériques, que ce soit côté architectural ou structurel, pour réussir à avoir les données dans le bon emplacement. Et surtout, le point sensible sur cette opération était la modélisation en couches séparées de tout ce qui est éléments murs et dalles. C'est qui a dû faire beaucoup de travail à nos collègues architectes sur l'opération, que ce soit de point de vue modélisation ou renseignement d'informations pour la suite. D'accord. Et quelque part, oui, quand vous dites que c'était modélisé par l'eau, par allotissement, finalement, c'est ça? Alors, oui, tout à fait. Parce que cet aspect de modélisation détaillée a pour but de correspondre à l'allotissement prévu pour la suite. Du coup, en plus de la modélisation détaillée en multicouches pour la partie architecturale et tout ce qui est l'eau seconde œuvre, on a mis en place un système de code d'articles CCTP en lien avec la partie conception pour pouvoir suivre après l'évolution du chantier. Voilà. Est-ce que vous avez quelles difficultés avez-vous rencontrées Est-ce que vous en avez rencontré sur ce projet? Bien sûr, sinon ça serait pas. Ce serait pas drôle. Voilà, un projet de bâtiment. Oui, on a rencontré des soucis, des difficultés, on va dire en fait. Dans chaque projet BIM, surtout quand on vise un projet en Open BIM, en IFC, on a différents intervenants. Dans notre cas, on avait de l'Autodesk pour la partie archi-structure, mais on avait aussi du Trimble qui est du plan Calnova. Et sur cet aspect-là, on avait dans le temps, bien sûr, des soucis dans la partie IFC, dans la partie export, la lourdeur des modèles, mais aussi dans le niveau de détail de modélisation. On avait quelquefois des éléments manquants ou des éléments en trop quand dans le temps on ne savait pas bien les gérer. Voilà. Qu'il fallait faire avec pour essayer d'arriver au DO complet. D'accord. Ce qui a été intéressant lors de nos échanges, c'est que je me suis aperçue que vous aviez une forte expérience du BIM en dehors de la France. Oui, tout et à fait, donc, oui. je pense que c'est intéressant, votre regard, finalement, votre regard croisé. Qu'est-ce qui, selon vous, est actuellement un frein au développement du BIM? Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, en fait? Ou qu'est-ce qu'on devrait faire pour que, voilà, que le BIM prenne? Alors, c'est un point un peu... ouais. Si j'aimerais donner juste une remarque là-dessus, en France, on a l'économiste de la construction, d'accord? Idéalement, l'économiste, il est avec nous en conception, il peut être avec nous en exécution, mais partout ailleurs dans le monde, j'ai eu l'occasion de travailler aussi bien en Europe qu'en Asie, au Moyen-Orient ou autre. Il y a l'économiste, il suit le projet jusqu'au bout.
ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, on ne sort pas un appel d'offres. On a une codification unique, une classification, si vous voulez. Les objets sont les allotissements. Et les allotissements, ils sont les mêmes dans tous les projets. On ne peut pas avoir un projet, aujourd'hui, un appel d'offres avec un lot terrassement ou un lot CVC. Avec le lot CVC, aujourd'hui, il a le numéro 25. Demain, c'est le lot 5. Ça n'existe pas. On a des standards partout, que ce soit, par exemple, je donne la Suisse à côté, Belgique, l'Espagne, en Europe. On standardise la chose. Et ce que ça permet à l'économiste de bien décrire ses articles, les bureaux d'études ou aussi bien aussi la partie structure, elle peut suivre ses projets de la même façon, mais aussi il y a une autre partie, c'est que l'économiste, avec l'entreprise générale, que ce soit l'économiste de l'entreprise générale ou de l'entreprise, il a un rôle de suivi de l'exécution, mais aussi de contrôle de ce qui est réalisé par rapport aux prescriptions. Donc on a un suivi, mais très fin. Et ce qui a facilité dans d'autres pays le passage au BIM, en fait. Voilà. D'accord, merci. Et puis il y a aussi un autre sujet que vous me disiez, c'est que l'impatience. L'impatience, parce que comme tout changement, il y a un temps d'adaptation. Et il faut accepter, hein, même à la première table ronde, on en parlait, quel est le retour d'investissement? Il y a un temps d'adaptation. Oui, tout à fait, tout à fait. Et, parce que là, on est face à un changement. Les gens, ils sont habitués à travailler sur de l'AutoCAD pour les bureaux d'études. Pour certaines entreprises, c'est même pas de l'AutoCAD. Quelquefois, c'est des croquis ou même des photos. Et là, on leur demande d'aller plus loin, de faire des maquettes numériques 3D, de renseigner de l'information. On leur demande plus. Après, on est toujours aux mêmes honoraires. Ça, c'est une autre histoire par rapport aux lois MOP. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Bon, merci Monsieur Benassen, merci de votre intervention. Mesdames Mollary, Madame Lounis, de l'agence SO, est-ce que premièrement, vous pouvez nous présenter votre agence d'architecture? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous, Sabrina Lounis, donc architecte chez SO et chef de projet donc, sur l'opération des Girondins, que j'ai suivi du concours jusqu'à la livraison. Pour vous présenter donc, rapidement SO Architecture, donc on est 115 collaborateurs, principalement sur Lyon et Paris. Aujourd'hui, on a 13 domaines d'expertise qui vont aussi bien du logement, tertiaire, la logistique, les bâtiments publics, et j'en passe, je ne vais pas tous les citer. Donc récemment, on a également 2 filiales qui nous ont rejoints, donc SO Aquitaine et SO Auvergne, qui viennent agrandir l'équipe. Et puis 2 agences spécialisées donc, dans le patrimoine, avec Arche sur Lyon et puis Playtime à Paris, donc, qui s'occupe des parcs d'attractions plus particulièrement. Au sein de l'agence, donc, on retrouve aussi tous les métiers qui gravitent donc, autour du projet et de sa conception, aussi bien donc, le pôle maquette, la 3D, et puis du coup dernièrement, on a créé un pôle BIM qui du coup vient nous aider, qui est une aide tout au long en fait, de cette démarche BIM. Et également au niveau du projet et de la modélisation Revit, donc ils viennent nous accompagner sur le projet. Ils mettent en place également une charte BIM. On vient créer une bibliothèque, un gabarit. Donc petit à petit, on se structure aussi pour pouvoir répondre à la demande. Et lorsque vous avez répondu justement à cette opération, est-ce que c'était votre première opération en BIM ? Alors, chez SO, ça fait à peu près 5 ans donc, qu'on a entamé la transition numérique, mais c'était plus particulièrement sur des projets donc, hospitaliers ou des équipements publics, donc, avec des maîtres d'ouvrage publics. C'était du coup le premier projet, on va dire, en logement, BIM. On remercie 3F d'ailleurs pour ça. Donc, on a apprécié pouvoir mettre en place ça sur ce projet. Et du coup, voilà, c'était vraiment pas au le niveau premier logement, projet, mais le premier voilà, au niveau logement. Au niveau logement, le premier en tout cas. Et le retour d'expérience justement que vous pouvez... comment ça s'est déroulé ce projet? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Oui, merci. Donc, on a commencé en phase APD à modéliser le projet. Avant, pour le concours, on était sur AutoCAD simplement en 2D. Donc, en phase APD, il y avait peu de différence avec les projets non BIM. On a fait une modélisation 3D de la même façon. C'est en phase pro que ça nous a pris un peu plus de temps et qu'on a ajouté beaucoup d'éléments par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire, voire même remodéliser certaines choses qui n'étaient pas conformes à la charte et qui ne marchaient pas dans le cadre du BIM, comme on parlait tout à l'heure des murs en multicouches ou des éléments qui doivent être dans les bonnes zones, dans les bons étages. Donc ça a été un petit peu plus long que sur un autre projet, le temps d'acquérir les bons réflexes pour nous. Après, en synthèse, là, ça a été bien plus facile qu'un projet non BIM, de pouvoir superposer les différents modèles 3D et de se rendre compte tout de suite là où il y avait des clashs, où il y avait des incohérences entre la maquette archi et la maquette structure. Donc à ce moment-là, on a gagné du temps. Et après, comme on disait en exé, on n'avait pas de mission à ce moment-là. Donc nous, on a continué à alimenter la maquette archi par rapport à tout ce qui se passait sur le chantier et au retour des entreprises. Et en DOE, ça a été un petit peu plus long parce qu'on avait l'habitude dans les projets non BIM de récupérer les DOE des entreprises, de les relire, les imprimer et les donner à la maîtrise d'ouvrage. Et là, comme les entreprises, elles, n'étaient pas en BIM, on a fait le travail de lier chaque fiche produit, chaque fiche technique et chaque garantie à chacun des objets de la maquette, ce qui a été très chronophage pour nous, mais qui permet d'avoir une maquette numérique très, très complète pour la maîtrise d'ouvrage. Et comme on le voyait tout à l'heure sur l'animation, dès qu'on clique sur un élément, avoir toutes les informations jusqu'à la fiche produit du DOE. Oui, l'animation tout à l'heure qu'on a vue, hein, Madame Morel, c'est ça, c'est la maquette numérique DOE finalement, et on voyait les informations qui avaient été mises dans la maquette. Hein. Oui, en effet, chez 3F, on n'hésite pas à faire des vidéos de communication autour de nos projets pour sensibiliser en fait les chefs de projet construction, réhabilitation et leur montrer l'usage qu'on peut avoir des maquettes. Parce que voilà, c'est important d'apporter de la connaissance sur l'intérêt que peut apporter les outils numériques comme les maquettes. Voilà. Merci. De votre point de vue d'architecte, vous avez fait aussi la maîtrise d'œuvre exé, Madame Mollary ou Madame Lounis? Oui. Alors. Est-ce que vous pensez, comme le BIM a été fait en conception et que ça a un avantage notamment pour la qualité des livrables finalement du DCE pour les entreprises et c'est un point de démarrage pour les entreprises, est-ce que vous avez trouvé que le BIM avait eu un impact sur la phase chantier? Oui, je pense qu'il a eu un impact positif. Après, c'est vrai que ce qu'on regrette un peu, avec le recul maintenant, c'est qu'on aurait pu mieux l'exploiter en phase justement pro et conception bien en amont pour vraiment profiter de la synthèse que ça permet entre justement les lots architecturaux, les fluides, la structure. Mais du coup, déjà en fin de phase pro, on a pu voir avec tous les clashs, voir les problèmes qu'il y avait au niveau des réservations, du passage des fluides. Donc tout ça, ça a pu être anticipé. Et du coup, on n'a pas retrouvé comment on peut appeler, ces aléas de chantier qui n'en sont pas en fait, puisqu'on a pu anticiper vraiment. Et du coup, on le ressent aussi effectivement en phase chantier, moins d'imprévus. On n'a pas eu de... Voilà, tout est au niveau des réservations, c'était nickel. On avait au niveau du dernier niveau, tout dévoiement des réseaux, puisqu'on avait une terrasse où on voulait qu'il n'y ait rien qui sorte en toiture. Donc, on n'a pas eu de surprise, on va dire. Et les hauteurs des faux plafonds, c'était respecté. Même au rez-de-chaussée, où on a un hall du coup, en béton brut. Donc, le fait, effectivement, de voir tout en 3D, vraiment de se le représenter, même si, bon... On essaye de le faire en 2D, on le faisait aussi, mais il y a toujours des choses qui nous échappent. Là, vraiment, on a une vision qui nous permet de vraiment anticiper et puis bien maîtriser, on va dire, le projet. Donc, il y a aussi le fait qu'on était en conception-réalisation aussi. Donc, c'est vrai qu'on a pu aussi travailler avec l'entreprise, pas mal de détails de mise en œuvre qui ont été vus en amont. Donc, ça joue aussi, c'est pas
c'est pas que le, le BIM, mais ça nous a vraiment permis de maîtriser et on voit que par rapport même à la livraison, pas de retard sur la livraison et au niveau même du budget, les dépassements qu'on a sont principalement sur des changements de prestations. Donc voilà, donc je pense on peut dire que ça a eu quand même un impact positif. Oui, sur le voilà, chantier. Ça n'a pas eu un impact négatif au moins. Non. Voilà, au moins positif. Et vous m'aviez dit que parfois vous arriviez sur certains chantiers qui étaient finalement réalisés de manière traditionnelle. Vous vous disiez, si on avait une maquette numérique, à ce moment-là, on aurait résolu le problème, on verrait mieux. Finalement, ça devient quelque chose qui se révèle indispensable dans certaines situations. Écoutez, maintenant, on va se retourner vers monsieur Di Giandomenico du groupe Maso. Écoutez, je vais vous demander le même exercice que tout le monde. Est-ce que vous pouvez présenter l'entreprise Maso ? Bonjour à tous et à toutes. Donc Angelo Di Giandomenico, donc je suis le responsable du pôle ingénierie au sein du groupe Maso. Donc Maso Construction est un groupe de construction qui existe depuis un peu plus de 120 ans maintenant, qui emploie 130 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 35 millions d'euros. Donc nous sommes spécialisés dans la construction en gros œuvre, seul, en entreprise générale et en conception-réalisation d'ouvrages fonctionnels, de logements, d'écoles et tout ce qui touche au bâtiment. Notre groupe est un groupe multi-activités qui propose en fait une approche assez forte sur les enjeux environnementaux. Cécile Maso est quand même assez ancrée dans cette philosophie environnementale. Nous essayons de développer en fait le bâtiment durable au sein des ouvrages que l'on construit. Le but étant à terme de devenir le leader de la construction durable au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notre rôle sur le projet, donc nous étions le mandataire et le pilote donc, du groupement de conception-réalisation et de ce fait l'entreprise générale qui a réalisé les travaux. Quelle était votre maturité BIM, alors, si vous avez répondu Alors, sur la maturité BIM, elle est essentiellement axée dans le groupe au niveau des études de conception et au niveau des études de prix. On a aussi une maturité BIM au niveau travaux, je vais l'évoquer par la suite. Donc, sur la partie études de prix, on utilise les maquettes numériques, et notamment les maquettes qui étaient issues de la structure et les maquettes archi et les maquettes fluides, bien évidemment, on travaille en fait avec un économiste externe à l'entreprise puisqu'on n'a pas encore de BIM modeler et on n'a pas de BIM manager au sein de l'entité Maso. Ça va venir, mais c'est en cours de recherche, on va dire. Donc on a travaillé sur ce dossier avec CETIM qui nous a remodélisé complètement la maquette. On a travaillé avec lui pour sortir un maximum de quantité pour que nos équipes de conception puissent être libérées de l'aspect quantitatif du projet et vraiment se concentrer sur l'aspect conceptuel et sur l'aspect optimisation technique. Ces quantités en fait nous sont utiles pour qu'on puisse chiffrer bien sûr l'opération qui a été chiffrée dans différents stades de la conception, de l'APS jusqu'au pro. Et donc voilà l'utilisation principale qui a été faite de la maquette. Donc nous on a retravaillé cette maquette avec notre économiste en y apportant nos méthodologies de construction, en y apportant aussi nos idées d'optimisation qu'on a partagées avec les équipes de maîtrise d'œuvre et avec la maîtrise d'ouvrage. Et tout ça a fait qu'on est arrivé au bâtiment que vous pouvez voir maintenant sur la maquette qui vous est présentée. On a aussi mis en place au niveau travaux une politique BIM au sein du groupe Maso qui consiste en fait à utiliser la maquette BIM au niveau de l'ingénieur méthode pour pouvoir établir tous ces plans méthodes, c'est-à-dire les plans de rotation de matériel, les pics, en utilisant la maquette. On arrive aussi à ressortir des visuels assez précis en 3D pour nos chefs de chantier pour qu'ils puissent comprendre le bâtiment dans sa globalité et dans les points singuliers. Enfin, c'est pas systématique, mais on essaye d'utiliser aussi la maquette BIM au niveau de la synthèse technique, c'est-à-dire que l'ingénieur méthode, on essaye de le faire suivre le projet avec le conducteur de travaux, pour qu'il puisse participer activement à la synthèse technique, synthèse architecturale et synthèse avec les lots techniques. Voilà.
Oui, donc il y avait une remarque que vous m'avez fait qui était intéressante, c'est qu'en fait, votre ingénieur méthode qui travaille avec la maquette numérique, finalement, c'est pas du plus, c'est quelque chose que de toute façon le conducteur de travaux aurait dû faire. En fait, on libère un peu du travail du conducteur de travaux. On lui associe des sachants, en fait, plutôt extérieurs pour le moment, comme je l'ai dit avant, qui lui permettent en fait de se libérer du temps pour suivre son chantier, analyser les points critiques de son chantier et assurer au client de livrer le chantier dans les délais, dans la qualité souhaitée et, si possible, au coût initial, quoi. Et donc sur ce projet en phase exé, alors quelle maquette? Qui a fait des maquettes? Comment ça s'est passé la phase exé? Donc en phase exé, je dirais, nous on est en tant que conception, en tant que bureau d'études d'ingénierie, on est resté assez partie prenante avec la conduite de travaux sur la maquette. On a continué à travailler avec notre économiste pour faire évoluer la maquette, pour pouvoir visualiser les optimisations ou les suggestions d'optimisation technique qui pourraient arriver en phase exé. Donc nous, on est resté en fait garant du projet pour être un peu la mémoire, on va dire, du projet du début jusqu'à la fin au niveau de l'entreprise Mazo. Et on a vraiment eu un rôle, je dirais, d'accompagnant auprès du conducteur de travaux. Malheureusement, sur cette opération, la partie méthode n'a pas été faite avec l'apport du BIM. Et c'est quelque chose qu'on a regretté à terme au niveau de l'entreprise, puisque ça nous aurait permis ça aurait permis de libérer beaucoup plus de temps pour le conducteur et d'apprécier bien en amont certains problèmes techniques qui ont pu apparaître lors du chantier, quoi. Et un sujet, par exemple, pour collaborer, pour travailler ensemble, quel outil a été utilisé? Donc CETIM travaillait sur Attic+, qui est un logiciel de modélisation et de métré, on va dire, en 3 dimensions. Les ingénieurs méthodes travaillent plutôt sur, ceux avec qui on travaille, puisqu'ils sont aussi externes dans l'entreprise, donc travaillent plutôt sur le logiciel Revit. Donc on essaye de faire cohabiter ces logiciels via les IFC, donc ça marche de mieux en mieux d'ailleurs. Pour collaborer sur le projet, alors voilà, ça c'était en interne avec vos sachants externes. Pour collaborer en interne, vous aviez utilisé la plateforme collaborative. Oui, on a utilisé la plateforme collaboratrice, Croquis. Alors c'est pour ça que je voulais votre retour d'expérience sur, parce qu'on n'a pas encore vraiment parlé de cette plateforme. Alors, donc cette plateforme a été utilisée pour plutôt comme une GED, on va dire, pour déposer les documents dessus. Personnellement, je l'ai déjà utilisé en version validation et visa. La toute première fois que je l'ai utilisée sur ce mode-là, donc elle avait été paramétrée de façon un peu bizarre, puisque tout le monde recevait toutes les informations et tout le monde devait quasiment viser même des sujets qui ne nous concernaient pas. Donc ça a été un peu compliqué à gérer. Par contre, quand elle est bien paramétrée, on arrive vraiment à éviter la multitude de mails qui peuvent arriver là, des archis, du bureau d'études structure ou ainsi de suite, et qui nous polluent un peu, on va dire, dans notre vie. Et on n'a que la plateforme qui nous parle, on va dire, entre guillemets. Et ça nous permet encore de gagner du temps. C'est vraiment un gain de temps pour nous, entreprises. En tout cas, au niveau du pôle ingénierie, c'est vraiment l'outil principal pour gagner du temps, quoi. Nous, l'objectif étant d'aller dans l'optimisation technique et conceptuelle du projet, quoi, pour arriver, bien sûr, au budget du client, quoi. Le nerf de la guerre, ça reste l'argent. Évidemment. Écoutez, merci. On va se tourner vers Monsieur Vialette, du BET CETIS. Est-ce que vous pouvez présenter le bureau d'études structure, bureau d'études structure CETIS, en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, bureau d'études structure CETIS, créé il y a 20 ans. Donc, nous faisons du bâtiment public, du logement, du tertiaire. Et donc, du coup, on s'est converti en BIM il y a 5-6 ans maintenant. On en fait de plus en plus. Et voilà. On a une vingtaine de personnes qui travaillent chez CETIS. On va dire 5-6 ingés, 5-6 dessinateurs, dont la moitié sont formés sur Revit maintenant et travaillent de plus en plus sur Revit. D'accord. Vous me disiez que ce n'était pas le premier projet en BIM, mais c'était le premier projet avec 3F. Alors, qu'est-ce qui fait que c'était Est-ce que c'était un projet différent des autres? On a parlé d'information, de codification. C'était certainement différent. Oui, alors c'était un peu différent des autres parce que c'était notre premier projet en DO BIM
pour du logement. On avait fait du tertiaire et avant. Et donc du coup, l'approche n'était pas trop la même des autres projets. Et voilà, depuis on en a fait plusieurs et on est plus à l'aise sur le sujet. C'est une question d'adaptation. Oui, finalement. voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez rencontré des problématiques particulières sur le projet, vu que c'est un retour d'expérience et on se dit... Alors, pas tellement, parce qu'en structure, on n'a pas tant de choses que ça à remplir, ou par rapport aux archives, par exemple. On a juste 2-3 liens, on a la codification uniforme à rentrer, mais enfin, on n'a pas énormément de choses à faire en plus de la maquette, j'ai envie de dire. Après, il n'y a pas eu tellement de difficultés. Après, c'est vrai que la maquette archi en native était assez grosse, 1 giga à peu près. On n'a pas réussi à trouver comment la réduire. Donc c'est vrai que quand on importe dans notre maquette structure sur Revit, ça met beaucoup de temps. Et c'était, on va dire, le seul petit pépin qu'on a rencontré. Et la réalisation du DOE, parce que vous m'aviez dit ce qui était un petit peu dommage, c'est qu'il y a certains paramètres qui étaient peut-être arrivés trop tard. Enfin, vous auriez peut-être pu les rentrer avant. Enfin, une question de temps finalement. C'est pas une question de temps, c'est en fait on a mis un peu plus de temps que prévu pour faire le DOE parce que justement on n'a pas eu de maquette mise à jour en exe, en structure en tout cas. Et du coup on a dû faire une mise à jour de maquette directement en DOE. Et en fait on a perdu, enfin chez nous en tout cas on a perdu un peu de temps avec ces mises à jour. Donc remettre toutes les réservations comme sur les plans diffusés sur le chantier. Et réadapter la maquette par rapport aux vrais plans qui ont été diffusés. D'accord, donc c'était plus quand il n'y avait pas nécessairement une maquette exe, c'est ça, en fluide, où elles n'étaient pas à jour lorsque vous les avez récupérées. En fait, on a fait notre exe, on l'a fait avec c'est un projeteur qui l'a fait sur AutoCAD. Et du coup, en DOE, comme c'était un DO BIM, on a dû mettre à jour notre maquette pour coller par rapport au plan DWG. Oui, donc et ça, c'est pas nécessairement la méthode la plus non, c'est pas le plus efficace. Rapide, on va dire. C'est pas le plus efficace. Alors, quel est selon vous un retour, si vous avez un retour d'expérience à partager, une leçon à tirer, quelque chose qui pourrait être mieux fait sur ce projet? Mieux fait. Non, ça a été fait correctement, on va dire. Mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de BIM en exe, ça reste. Enfin, c'est peut-être plus avantageux pour le client, mais après, ça reste quand même, pour nous, bureau d'études structure, ça reste quand même plus compliqué de faire un DO BIM à partir de plans DWG, sachant qu'on avait une maquette d'avant-projet, mais qui n'était pas forcément à jour. Et du coup, on a perdu un peu de temps avec ça. Eh bien, écoutez, merci en tout cas merci pour votre intervention, pour retour d'expérience. Je pense qu'on peut les applaudir. Et puis maintenant, on va demander à la salle si vous avez des questions. J'ai pas vu qui a levé la main le premier. J'en ai vu 4. 2 là. Pour l'instant, on va prendre déjà celle-là. On va aller là-bas, oui, d'abord à gauche. Vous levez la main, j'ai pas vu. Oui, ces 2 messieurs. Bonjour, Geoffrey Lamandola, société Arcan System. J'ai noté en fait l'information du maître d'ouvrage qui disait effectivement que de son point de vue sur la partie conception, c'était plus intéressant pour eux de lancer le projet en BIM, et qu'ensuite, suivi des faits en phase exe, ça ne s'est pas produit. Et ensuite, le cabinet du bureau d'études structure effectivement évoque un DOE qui soit exigé en maquette numérique. Et en fait, il y a un manquement sur la partie exe. Et pour rencontrer plusieurs acteurs du secteur de la construction, c'est quelque chose qui est souvent pratiqué. Et la question est pourquoi? Alors, je vais répondre. Sur ce projet-là, en fait, on est sur un cahier des charges 2016. Cahier des charges 2016, on demande du BIM en phase conception et en phase exe pour aller jusqu'au DOE. Donc, en d'autres termes, il est demandé de faire du BIM en exe. Dans ce projet-là, on demande les maquettes en exe. Lorsque tout à l'heure je disais, on demande du BIM en conception, c'est sur le cahier des charges 2021.
C'est-à-dire que 2016, cahier des charges 2016, cahier des charges 2019, on fait du BIM en conception et en exécution pour arriver à un DOE maquette, pour avoir son DOE maquette avec les liens URL. Et à l'époque, on se disait, on va aussi l'importer dans Abila. Aujourd'hui, sur le cahier des charges 2021, sur le cahier des charges qu'on utilise pour les opérations qu'on lance, on n'impose pas un DOE BIM, on n'impose pas un BIM en exé. On part sur un BIM en conception avec 4 cas d'usage et au DCE, on se pose la question, enfin en tout cas le chef de projet pose la question, on en parle avec la maîtrise d'œuvre, on en parle avec le chef de projet BIM et on voit si en face on a une équipe mature en BIM, on voit le montant que ça coûte et on voit l'intérêt par rapport au projet. Si on part en exé, à ce moment-là, effectivement, on demande un DOE. Mais si on ne part pas en exé, on ne demande pas de maquette DOE. C'est ça que je veux dire. Donc là, sur cette opération-là, effectivement, on est sur un cahier des charges 2016. Donc on fait du BIM à la fois en conception et en exécution avec une volonté d'avoir un DOE maquette à la fin. Et le monsieur derrière, qui avait levé la main. Bonjour, Kamel Ramani, entreprise Evolea. Donc j'ai bien compris que vous utilisez le BIM en phase conception-réalisation. Mais du coup, quand vous produisez des maquettes numériques, enfin un DOE numérique, pardon, la finalité, bien sûr, c'est de gérer la partie exploitation du bâtiment. Je voulais savoir, est-ce que ça vous arrive d'intégrer des cas d'usage exploitation-maintenance dans le DOE numérique, par exemple? La question est pour moi. Oui. Est-ce qu'on récupère le DOE numérique, c'est ça la question, pour envisager des cas d'usage pour l'exploitation, c'est ça? Par rapport à l'époque ou par rapport à maintenant? Actuellement. Parce que vous travaillez aussi avec Abila. Alors oui, en effet. Au sein de l'équipe BIM, en fait, il y a vraiment 2 pôles. Hein. Le pôle BIM maîtrise d'ouvrage auquel j'appartiens. Donc on accompagne les chefs de projet construction, réhabilitation dans la mise en place de la démarche BIM. Donc nous, on valide les éléments, on challenge. Voilà, on est assez actif. Après, lorsqu'on fait du BIM en exé pour arriver à un DOE, comme c'est le cas sur ce projet-là, alors là, on est sur en plus un projet chez 3F Résidence. 3F Résidence, aujourd'hui, n'ont pas Abila. Donc, le but étant ce qu'on a cherché à atteindre ici, c'était déjà d'avoir la maquette DOE avec les liens URL et de pouvoir la remettre au gestionnaire qui va du coup pouvoir exploiter la maquette, en tout cas on l'espère, en utilisant les liens et de savoir que tel objet, effectivement, c'est telle fiche. Et voilà, on a, si vous voulez, expérimenté ça pour voir si ça pouvait avoir de l'intérêt pour elle. Une fois qu'on a expérimenté ça, qu'on cherche à atteindre à cet usage-là, on ne va pas plus loin, puisque nous, chez 3F, on utilise Abila, et l'objectif, c'est effectivement d'utiliser Abila avec, si vous voulez, des objets un peu moins riches. Il y a une dégradation de la maquette. Lorsqu'on récupère les maquettes DOE, elles sont hyper complètes, hyper riches, il y a plein d'objets. En gestion, on n'utilise pas tous ces objets-là. On a besoin d'objets beaucoup plus centrés sur les travaux qu'on va avoir à faire pour les interventions ultérieures, etc. Donc on ne va pas forcément gérer la même chose. Merci. Je vous en prie. Et lorsque justement il n'y a pas de BIM exé, donc vous récupérez les maquettes DCE, c'est ça, pour les mettre dans Abila? Oui, alors quand on ne va pas jusqu'au BIM exé, effectivement, de toute manière, on récupère les maquettes, on les met dans la JET pour l'instant. On n'a pas encore tous les processus à tout. On a compris qu'il y avait un vrai potentiel à récupérer les maquettes et les mettre dans Abila, mais aujourd'hui, ça ne marche pas assez bien. On est encore en train de passer beaucoup de temps à essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés. Donc on maintient pour autant cet objectif, mais on ne l'inscrit pas dans les cahiers des charges 2021, ni dans le prochain. Et donc, effectivement, on récupère les maquettes et on les stocke dans notre GED pour l'instant. Voilà. Alors, il y avait 2 questions par ici. Attendez, madame, j'avais d'abord j'avais monsieur Lafaucrière et peut-être monsieur, non, vous aviez levé la main, hein, j'ai bien vu. Donc, à vous. Excusez-moi, madame, je vais d'abord passer les 4 qui avaient levé la main. Bonjour, Jean-Gaël Madjéré de la société French BIM Connect. Donc, ma question va être redondante du coup avec celle de monsieur.
Effectivement, vous utilisez la maquette numérique pour la construction, la conception, mais manifestement pas pour la gestion du bâtiment. Est-ce qu'à un moment donné, ces deux instances, conception, construction et exploitation du bâtiment, se parlent pour savoir qui a besoin de quoi, sous quel format, quels sont les modes d'échange d'informations entre les différentes instances? Pensez bien des usages de la maintenance. Alors c'est toujours une très bonne question. Encore une fois, aujourd'hui, on n'a pas encore tout bâti. On est un peu contraint par les outils. On aimerait pouvoir vous dire, on récupère les IFC, c'est bien charté, c'est bien modélisé, il y a tous les espaces, on les prend et on les met en 2 clics dans Habila. On aimerait pouvoir vous le dire. On a expérimenté en 2018 une opération à Clichy, rue La Garenne, avec une équipe d'archi, d'entreprises, etc. Et ça a été la première fois où on a importé les maquettes dans Habila. Pour ce faire, lorsque j'ai pris la maquette et que je l'ai implémentée comme ça, avec la table de correspondance, en prenant le temps, etc., ça ne marchait pas. On a recommencé avec l'archi, on a essayé de travailler, etc. Ça ne marchait toujours pas. Il a fallu qu'on découpe par étage pour essayer un étage, sans équipement, juste l'étage. Et l'étage avait fonctionné. Et donc après, on a continué avec un type d'équipement, les radiateurs, et on a continué, etc. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'au final, il y a des exigences dans ce logiciel, comme dans tout logiciel, qui imposent une modélisation vraiment draconienne, j'ai envie de dire, dans les IFC. Aujourd'hui, on ne peut pas imposer ça à tous les archis, sinon ils vont passer plus de temps à modéliser à la manière d'Habila plutôt que d'utiliser maquette pour le projet. Donc c'est pour ça qu'on impose plutôt un BIM en conception et qu'on cherche pour autant à récupérer les maquettes au DCE ou même en DOE. Là, par exemple, sur le projet de Lyon, on a récupéré les DOE avec en plus les liens, et merci à tous d'avoir joué le jeu. On n'a pas dit notre dernier mot. Pour l'instant, c'est stocké, ça a été donné au gestionnaire. On compte bien et on expérimente d'ailleurs avec l'éditeur d'autres projets pour y arriver. L'idée étant d'essayer d'y arriver. Mais pour l'instant, on n'est pas encore, ou en tout cas, les logiciels ne sont pas encore assez mûrs pour pouvoir accueillir de l'IFC. Mais effectivement, il y aura sûrement Alors dans Habila, il y a plein d'usages. On a déjà identifié plein d'usages pour la gestion, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs au sein du groupe 3F qui a besoin de ces plans, qui a besoin de ces quantitatifs ou de ces surfaces, etc. On voit qu'il y a beaucoup d'intérêt autour de ça, même en réhabilitation, de pouvoir récupérer depuis Habila directement les plans et ne plus passer par les archives. C'est un gain de temps, mais phénoménal. Et même en dessous, on ne demande plus à un géomètre de venir pour nous faire une modélisation, etc. On récupère les informations depuis Habila. Donc oui, il y a plein d'usages. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que l'IFC permet, les maquettes au IFC permet de satisfaire les usages qu'on a en gestion. Peut-être d'autres passerelles. Voilà, peut-être. Monsieur Lafaucrière, vous étiez le 4e. Merci. Merci. D'abord, excusez-moi parce que je n'ai pas suivi le début de la présentation. J'étais à l'extérieur avec une journaliste. Mais une petite précision. Je crois savoir que cette résidence sociale, elle appartient à 3F Résidence, mais elle est gérée, exploitée par une autre société, une association qui s'appelle Réside Étape. Donc c'est un cas un peu particulier qui fait que le DE numérique et les gens de Réside Étape sont moins acclimatés à ça, et donc vous n'êtes pas allé au bout du processus comme vous le faites sur des opérations de logement. Non, ma question, je n'ai pas bien compris si l'opération a été menée en conception-réalisation ou en concours d'architecture et ensuite en développement de projets traditionnels. Donc c'était un concours en conception-réalisation. Donc on était dès le concours avec l'entreprise Mazo et notre équipe de maîtrise d'œuvre. Alors si c'est le cas, est-ce que pour le coup le numérique trouve plus naturellement sa place pour tout ce qui est l'approche des quantités, la définition du prix? Est-ce que par rapport aux autres équipes qui étaient en conception-réalisation en compétition avec vous, l'utilisation du BIM a permis pour le maître d'ouvrage d'avoir des discussions pour comparer les projets sur les quantités, sur le coût? Est-ce que c'était plus simple grâce à tout le numérique?
En ce qui nous concerne, Mazo, ça fonctionne? Oui, pardon. En ce qui nous concerne, oui, c'est beaucoup plus simple. Oui, nous, au niveau du pôle ingénierie, on ne travaille que sur de la maquette, puisque toutes les optimisations qu'on envisage en interne, chez nous, ou en concertation avec l'équipe de maîtrise d'œuvre, ça nous permet de visualiser tout de suite l'impact, pas seulement que sur le gros œuvre, qui est notre corps de métier quand même, mais sur l'ensemble du projet, sur tout le volet TCE, quoi. Donc nous, on ne pourrait plus faire autrement. Moi, je ne peux plus revenir en arrière. Les gens qui travaillent avec moi doivent être focalisés sur l'optimisation conceptuelle et technique du projet. Ils ne peuvent pas passer 3 semaines à voir si une optimisation, si ça leur prend 3 semaines de faire un métré 2D, c'est impossible, quoi. Nous, les délais sont tellement courts maintenant qu'on est obligé, on ne peut plus faire autrement, on ne peut pas revenir en arrière, quoi. Madame, vous aviez levé la main. Caroline V, syndicat BTP Savoie. Je voulais savoir si en phase chantier, le BIM pouvait apporter, favoriser les meilleurs échanges entre les entreprises, surtout en coactivité. Oui, même en entreprise générale, puisque malheureusement, comme je l'ai dit sur ce projet, la partie méthode chantier, elle n'est pas que sur le volet gros œuvre, elle est aussi sur la partie TCE. Elle n'a pas été mise en place sur ce chantier. On le regrette, puisque maintenant on essaye de le faire systématiquement, et on a des pics en 3D ou des pics évolutifs qu'on peut faire évoluer, et pics, c'est plans d'installation de chantier pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, qu'on présente aux entreprises, on leur présente aussi en 3D, on essaye de leur présenter aussi des synthèses ou des extraits 3D de plans qui leur permettent de mieux comprendre le projet, de visualiser les points techniques et les points un peu chamoteux, on va les appeler comme ça, du projet. Et tout le monde en ressort content, même si ce n'est pas encore un réflexe inné pour nos entreprises et même pour nos partenaires d'utiliser le BIM, quoi. Je le vois sur ce projet notamment, l'équipe de maîtrise d'œuvre a dû faire la maquette DOE en partant de la maquette DCE, ce qui est un peu dommage puisque on peut profiter du fait de travailler avec des sachants pour qu'eux-mêmes travaillent la maquette BIM et essayer d'alléger un peu le travail de la maîtrise d'œuvre. Sur ce dossier, ça n'a pas été fait. Sur d'autres, on le fait et on se rend compte que c'est beaucoup plus fluide du début jusqu'à la fin, quoi. Pour tout le monde, mais pour les chefs de chantier, pour les ouvriers sur le chantier, pour nos partenaires sous-traitants, dès qu'on leur montre, ne serait-ce qu'une vue en 3D du bâtiment et des points un peu particuliers du bâtiment, ils en ressortent avec la banane parce qu'ils ont compris vraiment l'enjeu du problème, quoi. Merci. On va prendre une dernière question avant de clore cette table ronde. J'en ai 2. Alors, si vous réussissez tous les 2 à être rapides, je peux vous passer. Il n'y en aura pas d'autres. Vous êtes les derniers. Allez-y, monsieur. Eh ben merci, puis désolé pour l'autre personne. Non, j'ai dit que je passais les 2 si vous étiez assez rapide. Voilà. Olivier Bravo, Société Bétélec. Moi, j'avais une réflexion sur l'évolution de cette maquette. Le bâtiment, il va vivre des dizaines d'années, 70 ans, on parlait tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on va faire de cette maquette, notamment avec l'Open BIM et les IFC qui ne sont absolument pas utiles pour modifier des maquettes. Qui veut répondre ? Merci, c'est une très bonne question, effectivement. Je n'ai pas forcément la réponse. Pour l'instant, on récupère les maquettes. Pour celles qu'on ne peut pas, aujourd'hui, on ne peut pas les mettre dans Abila, donc on les stocke. On les sortira sûrement lorsqu'on va faire une réhabilitation, mais on regardera aussi à Abila, forcément. Quoi qu'il en soit, notre équipe, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément formulé, mais notre BIM, on a une équipe donc, dédiée au BIM gestion, et cette équipe a pour mission, entre autres, de mettre à jour Abila. Donc aujourd'hui, la question de la mise à jour en tenant compte des maquettes IFC n'est pas encore écrite, il y a encore à faire, comme je disais, à voir si ça sera pris en compte par eux ou si on passera par un prestataire. Ou voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette maquette DOE, c'est un peu la carte d'identité à la fin, à la livraison d'un projet. C'est voilà comment est le bâtiment avec toutes ses fiches et effectivement Abila est vraiment dédié à la vie du bâtiment. Donc on a d'autres informations. Autant la maquette IFC est très riche sur plein de choses, autant Abila peut être aussi très riche sur d'autres choses, la notion de copropriété, la notion de PMR, etc. Tout ça on le retrouve sur Abila.
Merci. Et donc une dernière question de Quentin. Bonjour, rebonjour du coup. Il y avait une question pour Madame Morel. Du coup, pourquoi être parti donc sur un MGP, donc on va dire un conception-construction, et la deuxième question serait pour du coup l'entreprise générale et les architectes, comment s'est passée votre relation, on va dire, autour du BIM et de la conception, notamment avec ces maquettes? Alors, ma réponse va être rapide. Moi, je suis chef de projet BIM. Donc, je ne suis pas, malheureusement, je ne suis pas la chef de projet construction. Donc, je ne peux pas vous dire quels sont les prérequis du programme. Je ne peux pas vous dire. Mais je sais que l'opération a été menée en BIM et là, j'étais là. Et les relations, vous parliez des relations humaines finalement, est-ce que... Entreprise au travers des maquettes entre l'architecte sur la conception, est-ce qu'il y a eu des échanges sur la conception à travers les maquettes avec l'entreprise, ou est-ce que vous étiez assez libre au niveau de la conception? Non, finalement, il y avait plus des échanges, on va dire, avec les bureaux d'études, sachant que justement en phase après EXE, il n'y avait plus cette mission-là. Donc c'était, on va dire, des relations normales de chantier. Mais au travers de la maquette BIM en elle-même, il n'y a pas eu effectivement ce lien. Voilà. Elle a été utile, comme vous l'expliquiez, sur tout ce qui était l'économie du projet, enfin voilà, la mise en œuvre. Mais il n'y a pas eu d'échange au travers de cette maquette BIM en elle-même. Les échanges ont été beaucoup plus classiques, on va dire, sur un projet en conception-réalisation. Et bien voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir clore cette deuxième table ronde. Merci en tout cas à tous nos intervenants d'avoir répondu aux questions du public. Et je vous demande de les applaudir.